Le village de la région de Tver en Russie qui s'appelle Toropets a été beaucoup mentionné la semaine dernière. Nous avons ici une situation terrible, les gars, cette nuit. La semaine dernière, les Ukrainiens ont donc frappé le plus grand arsenal de l'ennemi depuis le début de la guerre. L'explosion a été si puissante qu'elle a déclenché un tremblement de terre et l'incendie du terrain d'entraînement de la région de Tver, où étaient stockés les rares Iskanders, obus Point-U et bombes aériennes guidées, était visible depuis l'espace. Samedi, un autre grand arsenal d'artillerie, où étaient stockés des missiles nord-coréens, a été frappé dans la région de Tver. Le Kremlin a traditionnellement déclaré que la défense aérienne avait tout abattu, que ce n'était que des débris qui étaient tombés. Les Ukrainiens ont répondu par des mèmes sur des débris qui frappent avec une précision de bijoutier, et sur le nouveau drone, débris. Et si l'on considère ce fantastique champignon dans l'entrepôt de la région de Krasnodar, le principal dépôt de munitions d'artillerie de la Fédération de Russie, alors, au terme de la semaine, on peut retourner aux occupants les mots de leur propre Vladimir Poutine. Nous n'avons même pas encore commencé sérieusement. Et les frappes de cette semaine pourraient tout à fait ressembler à une vraie réponse militaire bien ciblée et bien stratégique à l'agression de despotisme russe pour en mettre terme une fois pour toutes. Et je souligne, ce sont purement des objectifs militaires. Pourquoi la destruction de l'arsenal de Toroptsi est-elle qualifiée d'étape historique ? Quelle partie de la ligne de front russe va désormais manquer d'obus et quels dépôts militaires ont été visés par les forces de défense à la Chige à tout analyser. Toropets. Comment une escouade d'oiseaux des services spéciaux ukrainiens a mis le feu à la région de Tver ? C'est une contribution sérieuse à notre défense. Pourquoi la défense aérienne russe n'a-t-elle pas protégé sa fierté, l'un de ses principaux arsenaux militaires ? L'effet domino a été déclenché. Quel type d'armes pourrait percer les hangars en béton des entrepôts super fiables ? Nous avons un cas unique. Et quels autres super abris de l'ennemi, maintenant sous la menace des armes ? Oups, pas une putain de chose. Voici des images fraîches de la région de Tver, filmées par des Russes dans la nuit de samedi à dimanche. Le deuxième arsenal du village d'Oktyabrsskoye, non loin de Toropets, est en feu. Ici, un incendie d'une ampleur sans précédent fait rage. Le nombre de ces foyers augmente presque chaque minute. Notre maison est-elle encore debout ? Ça va, Oleg. Elle est encore debout. Je peux la voir. Et voici la voisine Toropets. Les maisons sont debout, mais le super fiable, comme l'a dit le commandement russe, le 107e arsenal de la direction principale de l'artillerie de missiles du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, semble être en ruine. C'était la fierté des Russes. Le ruban rouge de l'installation secrète a été coupé il y a 6 ans par le vice-ministre de la Défense de la Fédération, le général Bulgakov lui-même. Un complexe avancé avec des installations de stockage en béton permettra de stocker en toute sécurité des missiles et des munitions. Il y a même un sauna et un café. Il y a un sauna, mais il n'y a pas de défense aérienne. C'est peut-être tout ce que vous devez savoir sur les priorités de la deuxième armée du monde. D'ailleurs, Bulgakov est déjà en prison. Il y est arrivé avant l'explosion dévastatrice, il y a quelques mois, sur des soupçons de corruption. Mais revenons à l'essentiel. L'arsenal contenait environ 30 000 tonnes de munitions diverses, des bombes aériennes que l'ennemi lance sur nos villes frontalières, des obus pour Grads, des missiles pour les complexes Point-U, S-300, S-400, ainsi que de rares Iskander. L'opinion publique russe a complété le tableau. Ils écrivent que 8 Kinzhalas ont également été détruits. C'est le nombre de Kinzhalas que le complexe militaro-industriel russe produit en un mois. En outre, et c'est très important, une partie importante de l'arsenal le plus vanté, qui a coûté des milliards de dollars à la Fédération, a été détruite. Si nous examinons cet arsenal à l'aide de l'imagerie satellite, nous verrons qu'il y a une nouvelle et une ancienne partie de cet arsenal. Dans la nouvelle partie, où il y avait 5 lignes de ces nouvelles installations de stockage, environ 80% de ces bâtiments sont également détruits.
Ces destructions et ces dégâts n'auraient peut-être pas eu lieu si la détonation n'avait pas commencé. Les explosions se sont propagées de plus en plus loin dans une réaction en chaîne. Un effet domino a été déclenché. La détonation de munitions situées directement en surface pourrait entraîner la redétonation de munitions situées sous terre, par exemple. Mais en théorie, il aurait dû y avoir une sorte de zone tampon entre les abris ainsi que des structures de protection, mais apparemment, tout l'argent est allé au sauna. Il s'agit d'un nouvel arsenal. Il est construit avec tous les équipements de sécurité. Nous pouvons voir les décharges, etc. En fait, il a été construit selon le modèle suivant l'explosion d'une installation de stockage, et il y en a une centaine, dont 60 sont de nouvelles installations de stockage et 40 d'anciennes installations qui pourraient vraiment prendre feu comme des allumettes. Les nouvelles installations de stockage ont été construites théoriquement correctement, et l'explosion d'une installation de stockage ne pourrait pas provoquer de réaction en chaîne. Le public propagandiste est déjà indigné. Comment ça? Y a-t-il des inexactitudes dans la conception et la construction? Mais il existe une raison plus probable. Il est évident que les Russes ont beaucoup volé. Mais bien sûr, nous ne devons pas sous-estimer le professionnalisme de nos militaires. Des frappes précises et bien calculées sur des cibles auraient pu avoir un effet stupéfiant. Et c'est là que nous arrivons à un point très intéressant. Les frappes avec quoi? Selon les rapports du commandement militaire russe, les frappes n'ont rien touché. Le hangar en béton aurait été touché par des débris. Bien évidemment, cette version ne résiste à aucune critique. C'est pourquoi il a déjà engendré des dizaines de mèmes, comme celui avec le drone nommé Débris. Et analysons des scénarios plus réalistes. La distance entre notre frontière et Toropets est de 480 km. Les drones ukrainiens ont volé beaucoup plus. Donc, la première version majeure, c'est eux. 500 km, c'est en fait la distance de travail de nos drones de série qui peuvent de même couvrir une distance de plus de 1000 km lorsqu'il s'agit de drones tels que Bobber, Luti ou l'utilisation d'avions civils équipés d'une puissante ogive et dans la version contrôlée, effectuer des frappes à une distance de plus de 1000 km. Mais quelque chose ne colle pas. D'après les conséquences des frappes, nos experts concluent que non seulement les dépôts terrestres, mais aussi les dépôts souterrains ont été touchés. Un drone avec une petite charge militaire ne semble pas capable de cela. De plus, dans l'une des vidéos, on entend un moteur à réaction. Mais un spécialiste des systèmes de drones explique « Nous avons différents types de drones ». Nous parlons de l'utilisation de drones, par exemple, qui distrairaient les moyens de défense aérienne, de drones qui effectueraient directement des frappes, et par exemple de drones propulsés par jet qui compléteraient toute cette combinaison. Mais c'est dans ce contexte que la deuxième version apparaît. Des drones et autre chose. Et cela pourrait être la sortie royale d'une nouvelle star ukrainienne. Palianitsia est très approprié pour une telle attaque, car d'une part, le système de contrôle reste similaire, mais ce n'est certainement pas un drone. C'est toujours un missile de croisière selon la plupart des caractéristiques. Nos experts n'excluent pas complètement la possibilité d'un Neptune ukrainien amélioré, mais seulement avec la réserve que le missile a été encore amélioré parce que la distance est trop grande. Cette dernière hypothèse est controversée et la moins probable. Cela soulève la question de la possibilité d'utiliser des armes étrangères qui peuvent, sous le couvert de drones ukrainiens, renforcer cette capacité de frappe et garantir une frappe sur les sites clés de l'arsenal, y compris, par exemple, les missiles de croisière JASSM à portée étendue. Mais personne n'a encore donné de permis de frapper sur le territoire de la Fédération et les versions d'exportation Storm Shadow et Scalp ont une portée de 300 km. Est-il possible un soutien non officiel de la part des partenaires occidentaux? La question reste ouverte.
Mais quel que soit l'impact sur les arsenaux, les feux d'artifice ont considérablement réduit le potentiel de bombardement de l'ennemi, d'au moins un quart, selon nos experts. En outre, il s'agissait de l'entrepôt géant le plus proche de la ligne de front. La Russie ne sera pas en mesure de mettre en place la nouvelle logistique très rapidement. C'est assez probable. Je pense donc que d'ici 2 semaines, une semaine, nous constaterons des problèmes au niveau du nombre d'obus pouvant être utilisés dans les secteurs de Kharkiv, Donetsk et Luhansk. Mais surtout, à en juger par les feux d'artifice qui étaient déjà après l'explosion dans les principaux arsenaux militaires, le volant d'inertie ne peut plus être arrêté. Dans un rayon de 500 à 700 km, il y a au moins 7 ou 8 entrepôts similaires de plus petite taille qui peuvent être détruits selon le même modèle que celui utilisé pour les frappes sur Toropets. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Voici à quoi ressemble la carte des dépôts militaires de la Fédération de Russie. Un grand champ pour les oiseaux ukrainiens. Et peut-être que les cibles les plus grosses se trouvent dans la région de Moscou. Région de Moscou ou par exemple en direction de la région de Leningrad ainsi que Vladivostok. Parallèlement à ces installations, les forces armées ukrainiennes sont susceptibles de rechercher des entrepôts sur les aérodromes militaires où l'on trouve également beaucoup de choses intéressantes. Il s'agit avant tout d'une contribution sérieuse à notre défense. Non pas dans l'offensive, mais dans la défense. Car le meilleur moyen de défense, la défense aérienne, est de détruire les missiles et les obus ennemis dans les entrepôts et les arsenaux de bombes avant qu'ils ne volent déjà dans les airs vers nos villes. Il semble que l'armée ukrainienne ait trouvé un autre moyen efficace de démilitariser le pays agresseur. L'essentiel est de continuer. Alachij, ICTV, Fakti Tijnia, les actualités réunies.